Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer sur la structure hyper fine. Alors, donc nous avons vu que pour l'électron et le proton, il y avait 4 états de base pour les états de spin, et tout état peut s'écrire comme une combinaison psi égale C1 un certain coefficient fois plus C2 plus moins, plus C3 moins plus C4 moins moins. Donc les 4 états de base. La question est, que vaut l'hamiltonien? A priori, nous n'avons pas de choses qui nous guideraient pour nous dire quelle forme devrait avoir l'hamiltonien. C'est souvent d'ailleurs, dans un système quantique, c'est souvent ce qui est le plus difficile à trouver. C'est quelle est la forme exacte de l'hamiltonien. Il n'y a pas de règle générale ou de principe simple comme pour construire les états de base. Alors, nous allons vous montrer 2 manières de faire ici, complémentaires. Alors, tout d'abord, considérons les opérateurs de spin, c'est-à-dire, sous forme matricielle, les matrices de Pauli que nous avons vues. Nous avons, par exemple, l'opérateur sigma z, qui, appliqué à l'état plus, redonne l'état plus. Et appliqué à l'état moins, il donne moins l'état moins. L'opérateur sigma x, appliqué à l'état plus, il donne l'état moins. Et appliqué à l'état moins, il donne l'état plus. Et enfin, sigma y, qui appliqué à l'état plus, donne i fois l'état moins, et qui appliqué à l'état moins, donne moins i fois l'état plus. Ça, vous pouvez le déduire des matrices de Pauli, et ceci suffit pour calculer tout le reste. Donc je n'entrerai pas trop dans les détails, ça peut être un peu long quand on calcule toutes les combinaisons, mais c'est très facile à partir de ces simples relations. Alors, on a 2 particules, un électron et un proton, chacun avec un spin. Alors on peut très bien choisir un opérateur de spin qui n'agirait que sur l'électron. On va le noter, sigma E. Et un opérateur de spin qui n'agirait que sur le proton, sigma P. Ainsi, par exemple, sigma E Y, appliqué à l'état moins plus, le premier c'est l'électron, donc il n'agit que sur le premier, et donc il donne, en fonction de ce qu'on a vu ici, moins i plus plus. Et de même pour les autres opérateurs de spin sigma E et pour les opérateurs sigma P qui agissent sur le deuxième élément. On peut aussi considérer la combinaison des deux. Sigma E fois sigma P. Un opérateur qui agit à la fois sur l'électron et sur le proton. Par exemple, sigma E x, sigma P z, appliqué à l'état plus moins, donne moins l'état moins moins, comme vous pouvez également le vérifier. Celui-ci, x, agit sur le premier élément, et le sigma z ici agit sur le deuxième élément. Alors combien y a-t-il de combinaisons comme ça? Eh bien, il faut ajouter un 4e opérateur, qui est l'opérateur unité, celui qui ne change rien, avec i sigma e x y ou z et sigma p x y ou z, il y a en tout 16 combinaisons. En effet, l'unité ne change rien, donc il y a l'unité combinée avec un des sigma e ne change rien, donc ça donne un des sigma e. L'unité associée à sigma p donne sigma p, x, y, z.
Et on a toutes les combinaisons sigma E, sigma P, avec XYZ ou XYZ pour l'un ou pour l'autre. Ici, il y a une matrice, la matrice unité. Ici, on a 3 opérateurs. Là, on en a 3. Là, on en a 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et donc, en tout, il y a 16 possibilités. Maintenant, la matrice hamiltonienne, donc sous forme matricielle, HIJ, est une matrice de 4 fois 4, puisque nous avons 4 états de base. Donc, elle a 16 éléments, tout comme il y a 16 matrices ici. Et on montre assez facilement que toute matrice de 16 éléments, donc toute matrice 4 fois 4, peut s'exprimer comme une combinaison des 16 matrices, des 16 opérateurs ici. En fait, ça donne, il y a 16 matrices, 16 éléments, toutes les combinaisons linéaires donnent 16 équations à 16 inconnus. La seule chose qui compte, c'est que les 16 matrices ici soient linéairement indépendantes, comme pour nos vecteurs ou pour nos états. C'est exactement le même principe. Et on vérifie facilement que ces 16 matrices sont bel et bien indépendantes. Donc, on peut obtenir l'opérateur hamiltonien comme une combinaison de ces 16 opérateurs. Mais lesquels? Et avec quelle valeur dans la combinaison linéaire? Il y a quelque chose de très simple qui va nous simplifier la vie. Les axes X, Y et Z sont totalement arbitraires. Je ne peux pas choisir des combinaisons qui dépendraient d'une direction X donnée, parce qu'alors, quelqu'un qui choisirait un autre axe obtiendrait d'une combinaison différente. Et il obtiendrait des résultats qui ne seraient pas les mêmes que moi. Ce qui est absurde, puisque ces choix des axes sont totalement arbitraires. L'atome, il se fout pas mal du choix de nos axes et il se comporte d'une manière bien précise. Donc, les combinaisons que l'on doit choisir doivent être indépendantes du choix des axes. Par exemple, la combinaison sigma x fois sigma z, elle n'est pas bonne. Elle dépend du choix x et z. Et on vérifie, c'est un simple, ça fait partie de l'algèbre des vecteurs, on vérifie qu'il n'y a que 2 combinaisons qui soient strictement indépendantes. C'est I, l'opérateur unité, et sigma E, sigma P, vu comme des vecteurs de 3 éléments x, y, z. Donc un simple produit scalaire de vecteurs, qui est égal à sigma EX, sigma PX, plus sigma EY, plus fois sigma PY, plus sigma EZ, fois sigma PZ. Et on voit effectivement la combinaison X, Y, Z. Et on peut vérifier que cette combinaison est indépendante du choix des axes X, Y, Z. Y compris pour des inclinaisons qui ne seraient pas en angle droit, bien sûr. Et donc, l'hamiltonien le plus général qu'on peut écrire pour ces états de base de spin, le plus général possible, c'est H est égal à E0, pour l'opérateur unité, une constante, plus A, une certaine constante, fois sigma E, sigma P. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On peut même encore simplifier. Parce que vous vous rappelez que le zéro d'énergie, on le choisit comme on veut. On peut décider, c'est les variations d'énergie qui sont importantes, et on peut toujours choisir de mesurer l'énergie, les variations d'énergie à partir d'un certain niveau zéro arbitraire. Et cette constante, c'est un niveau d'énergie, un niveau zéro d'énergie. Donc on peut le poser égal à zéro, il disparaît. Il ne reste plus que A sigma E, sigma P. Vous pouvez difficilement faire plus simple. Il y a aussi une autre façon de voir pour l'hamiltonien. Ça, c'est une approche, on va dire, un peu mathématique. Il y a aussi une approche plus physique.
Nous savons que pour des particules chargées, le spin est associé à un moment magnétique. Donc l'électron et le proton se comportent comme des petits aimants. Donc on se doute bien que l'effet du spin, ça doit être une interaction magnétique entre les deux petits aimants. Le moment magnétique de l'électron, il s'écrit μe, celui du proton, μp. Il se fait que, numériquement, expérimentalement, il est environ 1000 fois plus faible que celui de l'électron, mais c'est pas très important ici. Donc on a μe et μp. Et l'énergie d'interaction de deux aimants, c'est simplement le produit des deux moments magnétiques divisé par le cube de la distance. Donc ici, on doit passer à des opérateurs quantiques. C'est l'opérateur moment magnétique, ça va être μe sigma E, et celui du proton, μp sigma P. Et le produit des deux, donc A est égal à μe fois μp fois une certaine constante qui dépend de la distance. Et il se fait que la distance, on la connaît. L'électron est dans son état de base, c'est la situation que nous avons pris, il est décrit par une fonction d'onde, et donc on connaît sa distance. Alors c'est une distance moyenne. La mesure de la distance est aléatoire, puisque la fonction d'onde représente une amplitude de probabilité de trouver l'électron autour du proton. Et on peut calculer ainsi la valeur exacte de A, en faisant un calcul de distance moyenne, en somme. On le calcule même avec une très bonne précision. Une autre façon de faire aussi, c'est de mesurer, simplement, cette valeur de A à travers la mesure de la structure hyperfine que nous allons voir. Et donc, on peut calculer la valeur de A. Alors, pour nous, peu importe qu'on l'ait calculé comme ça, c'est pour le savoir, on a cette valeur de A. Donc on a notre Hamiltonien. À partir de là, on peut calculer comment varient les amplitudes. Vous vous rappelez, I, H bar, variation avec le temps de CI. Alors, je vous donne une petite notation qui est très utilisée, qui est plus simple. IH bar, C dot I, un point au-dessus de la lettre, C dot. Ça représente la variation au cours du temps, est égal à la somme sur J des HIJ, CJ. Relation que nous connaissons bien. Alors, pour calculer les équations exactes, il suffit donc de calculer les éléments, l'action des éléments de la matrice hamiltonienne sur les amplitudes. On sait que c'est sigma E, sigma P, et on a vu comment ça agissait sur les états. Et on calcule par exemple que H agissant sur plus donne simplement A fois plus. Dans ce cas-là, c'est simple. Et on peut calculer toutes les combinaisons comme ça, il y en a 16, et on trouve ainsi la matrice hamiltonienne. Elle vaut A, 0, 0, 0, 0, je ne dis pas de bêtises, moins A, 2A, 0, 0, 2A, moins A, 0, 0, 0, 0, A. Et donc, on a nos équations. I, H bar, C dot 1, égale A, C1, I, H bar, C dot 2, égale 2A, c'est 2A ici, hein, C3, moins A, C2, I, H bar, C dot 3, égale 2A, C2, moins A, C3, et IH bar, C dot 4, égale A, C4. Et voilà, nous avons nos équations. Alors avant d'aller plus loin, voyons quelque chose d'assez sympathique. On peut réécrire ces deux équations-là comme 2AC1 moins AC1. Évidemment, ça revient au même.
Mais on voit alors que les 4 équations ont toutes une forme très proche. 2A fois une amplitude, moins A fois une amplitude. Et ça a donné l'idée à Dirac d'utiliser un opérateur, on va noter PSE, un spin exchange, c'est-à-dire opérateur d'échange de spin, qui est maintenant appelé opérateur d'échange de spin de Pauli. Mais c'est parti sur une idée de Dirac, tel que cet opérateur échange le spin de l'électron et du proton. Donc par exemple, PSE plus moins donne moins plus. Fait qu'échanger. Et on vérifie alors qu'on peut écrire ces équations, et sigma E, sigma P, simplement comme 2 fois l'opérateur d'échange moins 1. Ça simplifie souvent les équations et les opérations quand on utilise l'opérateur d'échange de spin. Voilà. Alors voilà pour l'hamiltonien. Nous avons réussi à trouver notre hamiltonien et les équations qui décrivent comment varient les amplitudes de spin de l'électron et du proton au cours du temps. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on résout ces équations et de là, quels sont les niveaux d'énergie pour donc la structure hyper fine due au spin de l'électron et du proton. Je vous remercie.